à tous, j'espère que tout le monde va bien. Merci d'être là pour ce premier Facebook Live. J'espère donc que tout le monde va bien, que tout le monde est en pleine forme, que tout le monde est confiné et que tout le monde est en sécurité chez lui. Tout d'abord et avant tout, je profite de ce moment pour adresser nos remerciements à tout le personnel médical qui lutte pour notre santé à tous. Merci à eux. Merci également à tous ceux qui bravent la peur et le risque en continuant à travailler pour remplir nos magasins, servir les clients et s'assurer que tout le monde puisse vivre ce confinement le mieux possible. On organise donc ce premier Facebook Live pour rester en contact et répondre à vos questions. Cet exercice est une grande première pour moi et j'espère que vous me pardonnerez le côté un petit peu improvisé de cette présentation. Je suis certain que mes collaborateurs qui assureront les prochains lives seront bien plus professionnels. On a reçu pas mal de questions en commentaire du post ou directement via email. Je vais donc essayer de répondre au maximum aux questions qu'on nous a posées durant les 20-25 minutes qui vont durer ce Facebook Live. Si jamais le temps venait à manquer, on répondra évidemment à toute personne qui nous poserait une question, soit directement par email, soit lors du prochain Facebook Live qui normalement aura lieu lundi prochain, même jour, même. Débutons donc. Je vais commencer par la question la plus piquante, mais à la réflexion, une question très juste, qui a été posée par monsieur Jean-Louis Thieffry, que je salue. Celui-ci nous demandait pourquoi nos contrats de location prévoient toujours que les honoraires du syndic soient à 100% à charge des locataires. Eh bien, monsieur Thieffry, effectivement, vous avez raison. Nos contrats de bail type mettent à charge du locataire les honoraires du syndic, tout simplement parce que depuis longtemps, c'est la pratique la plus courante. Sincèrement, je pense que ce serait probablement plus juste que ces frais soient répartis. D'ailleurs, c'est ce qui arrive systématiquement si un conflit sur ce point se termine devant le juge de paix. On va répartir les frais 50-50. Bon, le contrat de bail de résidence principale est, pour son immense majorité, régi de manière impérative par la loi. On ne peut pas faire n'importe quoi dans un contrat de bail de résidence principale. Si on marque autre chose, la loi nous rappelle à l'ordre et c'est la loi qui prime. Certaines clauses, dont celle-ci, peuvent toutefois être librement adaptées selon l'accord entre le locataire et le propriétaire. Si le locataire et le propriétaire décident que tout est à charge du propriétaire, tout sera à charge du propriétaire de ce point de vue-là. Là maintenant, chez nous en tout cas, c'est à charge du locataire. C'est leur volonté qui est mise en place dans le contrat de bail, en tout cas dans les éléments pour lesquels on peut modifier. Bon, suite à votre question, je vous avoue qu'on a un petit peu discuté et mon avis est qu'effectivement, le coût qui aujourd'hui est supporté par le locataire serait peut-être plus justement divisé en deux, ce serait plus équitable parce que le syndic travaille, j'ai le sentiment, autant pour le propriétaire que pour le locataire dans l'organisation de la vie de l'immeuble. Donc sincèrement, monsieur, je vous remercie, monsieur Thieffry, je vous remercie mille fois de votre question qui a soulevé des interrogations chez nous, tant pour le locataire, et on va, voilà, moi je vais vous revenir dans les prochaines semaines, on va en discuter en interne, on va en discuter avec des propriétaires, et il est probable qu'on adapte cette clause dans les charges pour faire supporter à 50-50 les frais d'honoraires du syndic. Je vous reviendrai, moi, dans les prochaines. Une seconde question qui est posée par M. Brouwer, qui, j'imagine, est en copropriété et qui avait des travaux qui devaient être prévus dans sa copropriété, et nous demandait, compte tenu du fait que les assemblées générales de copropriété sont annulées, quel est notre conseil si on doit prendre des décisions de copropriété? Il me demandait est-ce qu'il faudrait décider aujourd'hui et régulariser ensuite. De nouveau, il faut savoir que la loi autorise certaines choses. Et là, dans ce cas-là, la loi autorise de manière générale le syndic à prendre des décisions urgentes et conservatoires
sans obtenir l'accord formel de l'assemblée de copropriété. Le syndic peut demander un avis consultatif au conseil de gérance, mais si jamais on est en décembre et que la chaudière vient à lâcher, le syndic peut décider de sa propre initiative de faire remplacer cette chaudière. D'accord ? C'est vraiment pour les décisions qui sont urgentes et conservatoires. Donc, si votre intervention dans votre immeuble, les décisions qui devraient être prises ne sont pas urgentes, ne sont pas indispensables, alors on vous conseille vivement d'attendre qu'on puisse tenir la prochaine assemblée générale. Par exemple, si jamais vous avez décidé d'éventuellement repeindre les communs, ça peut attendre. Attendez la tenue de la prochaine assemblée générale. Petite chose là, parce que les choses évoluent très rapidement. En théorie, une assemblée générale doit se tenir une fois par an. Mais là, le gouvernement a décidé qu'il pouvait y avoir un report. Donc, au-delà de cette année, vu que les assemblées générales qui étaient prévues au mois de mars et d'avril ne pourront pas avoir lieu avant la fin de cette crise. Autre chose aussi, alors c'est compliqué pour les grosses copropriétés, mais si vous êtes dans un petit immeuble avec 4-5 personnes, une assemblée générale peut se faire de manière écrite par courrier ou par email avec l'accord de tout le monde. Ça a une validité tout à fait normale. Pour un grand immeuble, je pense aux Étrimaux où ils sont plus de 90, ça devient compliqué. Ils vont devoir attendre que l'assemblée générale se déroule normalement, on l'espère, le plus tôt possible. Une question de M. Jean-Benoît Lemercier et de M. Luc Cartevels, qui est vraiment importante, qui concerne la signature des compromis de vente et des actes authentiques. Comme vous le savez, notre activité d'agent immobilier courtier a été stoppée complètement le 16 mars. On ne peut plus faire de visite, donc plus de visite, plus de vente, mais il y a des dossiers en cours. Et si vous deviez signer votre compromis de vente ou votre acte authentique, qu'est-ce qui se passe ? Je vous avoue que j'ai téléphoné à un notaire et donc je remercie Maître Édouard Jean-Navet, je ne sais pas s'il nous regarde, de m'avoir donné quelques éléments de réponse précis et clairs par rapport à ces questions ô combien importantes. Alors, je vais commencer par le compromis de vente. En théorie, la signature par voie électronique est possible, car il existe aujourd'hui des procédés techniques qui permettent d'authentifier une signature de quelqu'un. Mais pour différentes raisons pratiques, les notaires vont déconseiller cette manière de faire. Le principal obstacle que j'ai entendu est l'absence de documents sur lesquels les deux signatures sont présentes. Il n'y aurait pas de convention au sens physique ou matériel du terme, ce qui pourrait poser apparemment un problème au niveau de l'enregistrement. De plus, lorsqu'il y a une signature physique, chaque page est paraphée, chaque page est signée. Alors que dans le cas de la signature électronique, c'est l'ensemble du document qui est approuvé, pas chaque page. Donc, très pratiquement, comment est-ce qu'on s'organise parce que la vie continue et on doit signer des compromis de vente, eh bien, on va faire une signature à distance. Donc, pratiquement, on va préparer 4 exemplaires du compromis de vente qu'on va envoyer au vendeur. Le vendeur va les signer. Le vendeur, lui, va envoyer... Poste fonctionne toujours, va envoyer par la poste à l'acquéreur ces 4 exemplaires pour signature. Alors là, on dit attention, on n'est pas médecin, mais on a entendu que ce virus pouvait survivre 48 heures sur les documents. Et donc, on demande de veiller à ce temps de latence et donc d'attendre 48 heures avant d'ouvrir l'enveloppe que nous a envoyée le vendeur. À partir du moment où l'acheteur et le vendeur ont signé ce compromis de vente, il le renvoie au notaire. Évidemment, le corollaire de ça, c'est qu'il n'y a pas de petite discussion. Il n'y a pas de petite discussion au moment de la signature, comme ça arrive encore. Et donc, le vendeur et l'acheteur doivent être à 100% d'accord sur le texte qui va être signé. Le vendeur et l'acheteur doivent pouvoir poser toutes leurs questions à leur notaire ou à leur agent immobilier, et toute question aura dû trouver une réponse. Le texte qui est envoyé à l'adresse à signer, non, qui ne peut pas être modifié par l'une ou l'autre partie. Si on a un acte authentique, est-ce qu'il y a moyen de le faire de manière informatique? Même chose. Théoriquement, c'est possible, mais des avis des notaires qu'on a eus, on ne va pas le faire. Donc la loi organise une procédure de signature électronique, mais à l'heure actuelle, il y a peu de citoyens qui sont équipés, et certains notaires non plus, pour réaliser cette signature électronique. Donc, aujourd'hui, une majorité de notaires, pour passer des actes authentiques, déjà, une majorité de notaires essayent de reporter. C'est bien clair, mais quand il y a un acte authentique
urgent qui doit être passé, ils vont utiliser ce que les notaires appellent le RNS, le réseau national sécurisé. C'est une technique permettant la signature à distance, sans rencontre physique entre le vendeur et l'acheteur. En pratique, chaque client est présent à l'étude de son notaire et on communique via vidéoconférence sécurisée. La lecture de l'acte se passe par la vidéo. Donc, moi, je veux vendre ma maison à mon acheteur. Moi, je vais aller chez mon notaire et mon acheteur va aller chez son notaire. On va utiliser donc cette vidéoconférence sécurisée qui est propre au notaire pour faire la lecture de l'acte. À la fin de la lecture de l'acte, moi, vendeur, je vais signer chez mon notaire une procuration envers un collaborateur du notaire de l'acheteur. D'accord ? L'acheteur, lui, chez son notaire, va signer l'acte authentique et le collaborateur du notaire qui aura reçu ma procuration, ma vendeur, va signer en mon nom l'acte authentique. Et donc, on se retrouve avec un acte authentique avec deux signatures tout à fait valides. On limite en fait de ce fait-là les déplacements physiques. Moi, je n'irai que chez mon notaire et mon acheteur n'ira que chez son notaire par l'utilisation de la vidéo et par la procuration. Habituellement, ces procurations sont payantes. Hein. Il y a des frais d'enregistrement et des frais des honneurs de notaire. Mais pour le moment, tout le monde fait ça gratuitement, tant l'enregistrement que le notaire, afin de faciliter de pouvoir passer ces actes de manière sécurisée. On arrive à des questions de marché. La première question est la plus précise et ma réponse ne le sera pas. Je m'en excuse, Mme Stallard, qui, je pense, nous suit. Votre question était au vu des rénovations dans le centre de Bruxelles. Est-ce qu'il est intéressant d'investir dans cette zone? Oui ou non? Mais comme tout conseil d'investissement, je n'ose jamais être catégorique absolument sur ça. Il y a quelques semaines, ce que je ne peux pas prendre en compte ce qui se passe pour le moment, je vous aurais répondu par 3 éléments de réflexion compte tenu de l'historique récent. Tout d'abord, par le centre de Bruxelles, qu'est-ce que nous on entend? On entend vraiment le Pentagone. Je pars du Sablon, je vais à la Grand Place, je vais jusqu'à la place Sainte-Catherine, voir un peu plus loin, mais je m'arrête au Canal. Le Canal est une autre zone, je dirais une zone assez touristique du centre de Bruxelles. C'est cette zone-là dont on parle. Mais le centre de Bruxelles a d'abord vécu l'aménagement du pétionnier. L'aménagement, donc voilà, la mise en place du pétionnier, puis des aménagements qui sont en train de se faire vraiment au fur et à mesure. Ça a eu un impact clair et d'abord sur le commerce, ce piétonnier, sur le commerce local, même si je pense vraiment que depuis lors, les décisions et les aménagements réalisés vont dans le bon sens. On y travaille souvent et on voit que les choses évoluent de manière positif. Le quartier a regagné vraiment une bonne activité, bien que la mobilité a toujours été un élément problématique, hein, ne le nions pas. Évidemment, le piétonnier les changements des habitudes des gens sont pas encore arrivés, donc la mobilité dans le centre est difficile. Mais la dynamique engendrée nous semble, en tout cas à nous semble bonne et la dynamique est bonne. Toutefois, pour reprendre un tout petit peu d'historique par rapport au centre-ville, il y a les attentats de Bruxelles. Point de vue courtier, ont impacté extrêmement fort. Ça a gelé le marché pendant quelques mois. L'impact a vraiment été spectaculaire. Toutefois, même chose, depuis lors, les choses ont clairement reprises et dans le centre de Bruxelles, le Pentagone, c'est devenu très attractif, surtout pour les petites unités. On a vu des petites unités partir à des très beaux prix et partir relativement rapidement vraiment dans ce sens. Ensuite, c'est là ma réflexion, on a vraiment vu cette année et demie qui est venue là, une abondance d'acquisitions faites par des grands poissons. Je parle de promoteurs immobiliers ou de grands propriétaires, des fonds d'investissement, etc., qui ont beaucoup acheté dans le piétonnier des ensembles d'immeubles ou des grands projets. Donc, je dirais oui, si jamais les grands le font, c'est que ça doit être un bon investissement. Je marquerai tout de même pas un bémol, mais attention, un attentisme particulier quant au temps et à la stabilité de cet investissement. Quand des énormes groupes comme Immobel ou BPI, qui ont là quelques projets dans le centre, surtout un énorme projet Place de Brouckère,
Quand eux, ils investissent, c'est pour un nombre conséquent d'années. Ils sont donc capables de faire face, si besoin, à un gel ou à une baisse temporaire de l'attractivité du marché. Le centre de Bruxelles est un micro-marché qui va être, je pense, plus sujet à des hausses ou à des baisses que des marchés un peu plus larges que vous trouvez sur l'est, sur le sud, sur le nord de Bruxelles, sur des marchés plus étendus. Donc, voilà, l'investissement, je résumerai ça en disant que investir dans l'hypercentre, oui, je pense que c'est une bonne idée, mais à condition d'avoir les capacités de faire face au micro-marché, donc qui semble plus enclin aux hausses et aux baisses rapides que le reste de Bruxelles. J'espère que ma réponse vous aura éclairé un petit peu. Du précis, on retourne dans des questions plus générales concernant la crise que nous vivons actuellement. Je tiens vraiment ici à mettre en garde quant aux réponses données. Je suis qu'un humble agent immobilier et je ne prétends pas du tout avoir la moindre réponse aux questions que l'on se pose quant aux conséquences de cette crise. J'exerce le beau métier de courtier en immobilier depuis 2002-2003 et donc j'ai déjà vécu maintenant un grand cycle haussier qui était grosso modo de 2003 à 2008. J'ai vécu une crise financière de 2009 qui nous a impacté évidemment, de 2009 à 2011, je schématise, et un nouveau cycle haussier qui était de 2013 à 2019. Et c'est sur ces bases-là que je vais ici vous livrer mon sentiment qui restera un pur sentiment. Donc M. Arène nous demande quelle a été l'incidence de la crise de 2008-2009 sur le marché immobilier bruxellois et de votre point de vue, si aux mesures de confinement actuelles succède une crise économique, faut-il s'attendre à des conséquences similaires? Et M. Éloi nous demande, est-ce le bon moment d'investir dans l'immobilier malgré la récente crise liée au coronavirus? Et quels aspects sont à prendre en compte avant d'investir? Donc personnellement, je vous livre mon sentiment quant à l'après. Je le détaille dans mon esprit en fonction des métiers qu'on exerce chez nous, chez la Tour Publique. Pour l'immobilier existant, je pense qu'on va aller, j'espère, vers une période bénie dans les mois qui vont suivre directement la fin du confinement, avec un nombre de transactions et des prix qui sont élevés, qui vont rester élevés comme ça l'est depuis quelques temps. Mais je pense que cette période bénie va être un rattrapage de ces semaines de confinement, si je puis m'exprimer ainsi. Ensuite, mécaniquement, on va voir apparaître un nombre élevé de biens mis en vente. Il n'y a rien à faire, ça fait quelques mois qu'on n'aura plus mis des biens en vente, on va les mettre en vente maintenant. Et vous le savez, l'offre et la demande sont nos rois et nos reines. Ainsi, comme on a pu le voir en 2009, il est possible que les prix diminuent de manière générale sur le marché résidentiel. Entre 2009 et 2011, c'est en moyenne une baisse de prix de 10% qui a eu lieu selon tout ce qu'on a entendu. Mais il faut noter que cette baisse a été donc relativement lente, ça a mis 2 ans, on considère peut-être 2 ans, mais surtout elle n'a pas du tout été égale. Si je me réfère au passé, pour envisager le futur, attention, c'est un exercice difficile, je dirais que les biens dont la situation est excellente ne vont pas diminuer. Quasi pas. Peut-être qu'on n'obtiendra plus le petit extra de valeur de convenance qu'on commençait à obtenir depuis quelques mois, mais les valeurs intrinsèques des biens qui sont bien situés, location, ne faiblira pas. Par contre, des biens qui sont un peu plus excentrés ou qui sont situés dans un quartier, ce qu'on appelle en devenir, même si c'est très flou, ils risquent de voir leur attractivité diminuer et leur prix de vente également. On a bien vu ces derniers mois et ces dernières années et demie, que les gens, au fur et à mesure, recommençaient, parce que c'est exactement ce qui s'est passé entre 2005, 2006, 2007, achetaient sur base des prix de demain. Je donne un exemple en l'air. J'avais une maison à 500 qui valait, on va dire, même si la valeur, qu'est-ce que c'est, une maison à 500 000 €. Moi, acheteur, je venais voir cette maison, je pensais qu'elle valait 500 000 €, l'expert me disait qu'elle valait 500 000 €, mais je pensais intrinsèquement que cette maison demain allait valoir 520 000 € pour dire quelque chose, eh bien j'allais l'acheter aujourd'hui à 520 000 €. Il y avait cette confiance dans le fait que demain tout ira bien et demain les valeurs de l'immobilier seront
plus importante qu'aujourd'hui. Je crains que cette confiance va être érodée, ce qui va faire que dans les très bonnes situations, on aura moins cette valeur d'extra-convenance, comme je pourrais l'appeler, et que dans des situations plus excentrées, quand je pensais que mon quartier était bien, hein, c'était un bon quartier, et je pensais que les valeurs de ce quartier allaient augmenter, et je dirais parce que j'étais dans un quartier un petit peu excentré par rapport au quartier demandé, peut-être que là, ça va être plus important comme diminution, et là, on aura peut-être, je n'espère pas, mais une diminution de valeur. On s'est bien rendu compte que ces 2 dernières années, on avait vraiment un cycle haussier général. Tous les quartiers dans lesquels nous travaillions, en tout cas, augmentaient de manière générale, certains plus que d'autres, mais de manière générale. Je crains là qu'il y ait un stop à cette augmentation, mais de manière inéquitable. Je pense également avec force que, parce que ça c'est un phénomène qui est plus de fond, que le phénomène débuté en 2009 concernant l'opposition des biens existants contre les biens neufs va se renforcer, avec une stabilisation des prix des biens neufs ou des biens totalement rénovés. Par contre, et j'aime bien cet exemple, un petit exemple, je donnerais que, un petit peu, mais c'est vraiment ce qui s'est passé après 2009, la villa 4 façades, construite en 1960, dans lequel il y a des travaux, je dirais, de structure, ce pas des travaux de finition, des travaux de structure vraiment importants. Ça, c'est un marché qui a fort subi la crise en 2009, donc 2009-2011, et qui aujourd'hui vont de nouveau, je crois, subir. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, je ne vais plus acheter la maison au prix de demain, je vais acheter la maison au prix d'aujourd'hui, et parce que je ne sais pas de quoi sera fait demain, mais par contre, je sais très bien ce que vont me coûter mes travaux. Et si jamais on a des biens avec des travaux de structure, des travaux que je peux toujours me dire que ma cuisine, je vais la faire dans 2 ans, mais l'isolation de ma toiture, refaire des châssis, etc., ça, il faut le faire aujourd'hui, c'est une question de confort par rapport à la maison. Dans le même état d'esprit, c'est ce qui me fait dire que le neuf va peut-être mieux tirer sa carte du jeu, c'est que, on l'a bien vu ces dernières années, vous achetez un appartement neuf, vous aurez des charges entre 1,5 € par mois par mètre carré. Vous achetez un appartement existant, les charges ne font qu'augmenter. On est à plutôt 3, sans problème, donc à facile 2 fois, voire 3 fois plus. Parce que vous pouvez rénover votre appartement, la chaudière est commune, et même si la chaudière a été rénovée, toute l'isolation, toutes les tuyauteries de cette chaudière, pour donner l'exemple du chauffage, il y a des déperditions énergétiques très importantes. Ce qui fait que les charges communes continuent à augmenter dans l'immobilier existant, et je crains donc que si jamais il y a une baisse des prix, l'immobilier existant va plus le subir que l'immobilier. C'est pour l'immobilier existant. De nouveau, je réponds aux 2 questions, mais c'est par rapport à ce que nous avons connu en 2008-2009. Pour la location, je pense que dans un premier temps, attention à ma réponse, dans un premier temps, il n'y aura pas d'effet. Dans un premier temps, on a tout le monde qui va venir et qui va repartir sur un cycle de location, pas de problème. Qu'est-ce qu'on a vécu en 2009 en location? Je donne un exemple, mais il est réel. C'est que la personne... Donc oui, en location, pardon, je ne vais vraiment pas faire de généralité. La Tour et Petit travaille donc à Namur, mais surtout en location à Bruxelles. Et à Bruxelles, on travaille surtout sur les communes sud et sud-est de Bruxelles. Donc on a un marché qui est spécifique. Et on a un marché qui est dicté vraiment par les expats. Donc, attention à ce que je vais dire, je vais parler que de ce marché-là. Je ne vais certainement pas faire de généralité par rapport à la location. Et donc, si je dois parler du marché des expats, en 2009, qu'est-ce qu'on a vécu? C'est que le Japonais, pour donner un exemple, qui venait à Bruxelles avait un budget de 2200 € pour louer une maison, une bonne maison. Et du jour au lendemain, sa société lui a dit non, c'est plus 2200, c'est 1800 €. Donc on s'est retrouvé avec des maisons qui se louaient moins bien, qui sont souvent passées en vente, et une demande très forte pour des appartements 3 chambres, parce qu'avec 1800 €, vous avez un super appartement 3 chambres, 9, etc. Je parle du relativement haut du marché. Mais aujourd'hui, ça ne va pas être, c'est pas une crise financière, en tout cas pas directement. Donc je pense que dans un premier temps, on n'aura pas trop d'impact. Par contre, j'avoue que je me pose la question à moyen long terme. Est-ce que sur 10 Japonais que l'entreprise japonaise nous envoie à Bruxelles, est-ce qu'ils ne vont pas se dire que 6 suffirait?
parce que nous sommes là, la vidéoconférence fonctionne pas mal, les gens s'habituent, et peut-être que moi, japonais, j'aurais pas trop envie, on ne sait jamais quand est-ce que ça va revenir, ce genre de crise, on espère une fois par génération, hein, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va revenir, et donc peut-être, à moyen, long terme, on va avoir une baisse du volume du marché des expats. De nouveau, je suis convaincu que si baisse du volume il y a, c'est l'existant qui va plus significatif que le neuf. On le voit très fort depuis 2-3 ans, entre un appartement de 100 mètres carrés existant et un appartement de 80 mètres carrés neuf. Les expatriés ne discutent pas. Moins de problèmes, moins de charges aussi. Ils vont vers l'immobilier. Et je termine par l'immobilier neuf. Pourquoi je termine par l'immobilier neuf? Parce que on a aussi vu une forte évolution ces dernières années entre les pourcentages des biens des occupants et des investisseurs dans l'immobilier neuf. On est passé, je schématise les choses, de 40% d'investisseurs il y a 10-15 ans à maintenant 60, 70 parfois d'investisseurs dans de l'immobilier neuf. Comment vont réagir les investisseurs à ce qui est en train de se passer? Je n'en ai aucune idée. Est-ce qu'ils vont plutôt se dire les bourses sont au plus bas, investissons en bourse? Est-ce qu'ils vont plutôt se dire les bourses sont au plus bas, c'est trop dangereux, j'investis pour mes enfants, donc je vais aller vers de la brique, plus stable? Que vont faire les investisseurs? Je n'en ai aucune idée, mais je pense que ça, on sera très attentif. De nouveau, ça va être un mouvement qui va être moins direct, mais on va être très attentif par rapport à ça. Je ne sais pas, je vois que de ce que j'entends, les promoteurs immobiliers freinent un petit peu les projets. On l'avait vécu en 2008-2009, dans lequel il y avait eu une bonne année et demie d'attentisme. Les promoteurs vont partir de plus belle. Ici, on va voir comment la situation évolue. Elle va évoluer. Je ne sais pas de quel côté iront les promoteurs. On espère qu'ils croiront à la brique, mais je n'oserais pas y. Je terminerai, parce que je vois que oui, je suis déjà bien plus que 20 minutes, pardon. Je terminerai alors donc par 2 questions qui ont été posées par M. Tmerod, qui sont les questions plus générales. La première est qu'en ces temps compliqués, je remarque que beaucoup d'entreprises, chacune dans leur secteur, essayent d'apporter leur pierre à l'édifice pour améliorer la situation. Et j'ai vu avec plaisir que vous ne dérogiez pas à la règle en proposant de mettre à disposition des appartements pour le personnel soignant mis en confinement à l'écart de la famille. Dites-moi en plus, etc. Eh bien oui. Effectivement, on essaye, comme plein de gens, d'apporter notre pierre à l'édifice. Comme je le dis, une fois qu'on peut être vraiment utile à la société. Très pratiquement, on a reçu un message dimanche passé de 2 personnes, médecins à Saint-Luc, qui nous demandaient de l'aide pour trouver un logement pendant cette période de confinement. Ils étaient crevés, ça. Ils n'avaient pas envie de rentrer chez eux de peur de contaminer tout le monde. J'avoue que quand on a reçu ce mail, on ne savait pas bien quoi faire, mais on a fait ce qu'on sait faire le mieux. On a pris notre téléphone et on a téléphoné à quelques propriétaires d'appartements meublés en leur disant de manière très claire qu'on n'allait pas les louer. Hein. Les visites sont finies, donc l'appartement allait rester vide. Est-ce qu'ils seraient d'accord de mettre gracieusement à disposition cet appartement à des gens qui en ont vraiment besoin là, du personnel médical qui travaille dans les hôpitaux? 10 minutes plus tard, les gens se mettaient en contact et l'occupation s'est faite et ces médecins sont dans un appartement à Val-des-Seigneurs, prêté gracieusement par un gentil propriétaire. Et on s'est dit, mais tiens, on a quelque chose à faire. Nous, notre métier, c'est de mettre en contact des gens. Mais dans cette crise-là, maintenant, on ne sait plus faire grand-chose, sauf peut-être ça. Et donc, on a commencé à faire une communication là-dessus en début de semaine. On a téléphoné à pas mal de propriétaires, surtout d'appartements meublés, hein, c'est vraiment plus facile. Et on a pas mal de demandes, mais voilà, je voyais des choses passer là. On a quelqu'un qui travaille à l'hôpital Saint-Jean, qu'on a mis en contact avec quelqu'un qui a des cotes qui sont vides, et je pense qu'ils vont se trouver, ce qui va permettre, durant la durée de confinement, d'offrir quelque chose à ce personnel soignant qui soigne tous et qui veille à ce que les choses se passent au mieux possible, en espérant évidemment que ça finisse très rapidement. Et donc voilà, petit message à tous ceux, à la 100-200 personnes qui nous suivent là, n'hésitez pas à en parler. Je vous avoue que des propriétaires avec des appartements meublés qui les mettront à disposition, on en a quelques-uns là maintenant.
mais n'hésitez pas à en parler à des gens qui travaillent dans les hôpitaux, qui nous appellent, qui m'appellent moi personnellement, qui appellent les responsables de l'allocation directement. On va trouver une solution pour tout le monde. Voilà, ça, avec plaisir malgré les circonstances. Dernière question de M. Mérod, de nouveau, qui nous dit qu'il avait un souvenir d'un article paru il y a quelques années qui expliquait un concept de management bienveillant et savoir si on a maintenu cette approche. Alors, c'est moi qui ai fait l'article, donc je ne suis pas le mieux placé pour répondre. Vous poserez cette question à mes collaborateurs la semaine prochaine pour voir si tout ça est bien vrai. Mais je vais tout de même vous répondre que oui. On a toujours mis en œuvre un management participatif et bienveillant, tant en interne qu'en externe. C'est peut-être, que vous mettez dans votre question, peut-être pas la norme dans notre secteur, mais c'est la manière dont Denis Latour et moi-même, on envisage intrinsèquement le travail et la vie professionnelle de manière générale. Et je vous répondrai un deuxième grand oui. C'est encore plus le moment qu'avant d'avoir un management bienveillant qui prend en compte la responsabilité sociale qui, à notre petite échelle, est la nôtre, envers tant nos clients que nos collaborateurs. Et je terminerai par ça pour juste une petite note tout à fait personnelle, mais qui m'a fait chaud au cœur. L'agence Latour et Petit a été créée en 2001 par deux amis d'enfance, Stéphane Petit et Denis Latour. Stéphane a quitté le navire pour des raisons tout à fait personnelles il y a quelques années, mais on reste extrêmement proches, et il nous a envoyé à Denis et à moi un petit mail d'encouragement en ces temps difficiles. Son mail était accompagné d'une photo de l'équipe qui datait d'il y a 12 ans. Aujourd'hui, l'équipe a bien grandi, mais toutes les personnes présentes sur la photo d'équipe que nous a envoyée Stéphane font encore partie de l'aventure. Et dans un métier qui bouge beaucoup, et dans une société en général qui évolue très vite, je pense sincèrement qu'on peut être très fier de cette stabilité. Voilà, moi j'ai fini pour ce petit Facebook Live, c'était un plaisir. Surtout prenez soin de vous et de vos proches. Gardons notre calme et surtout, restez chez vous. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau Facebook Live la semaine prochaine. Même jour, même heure, et je n'ai pas pu répondre aux questions qui nous ont été posées pendant le Facebook, mais donc on ne manquera pas à vous répondre, soit personnellement, soit la semaine prochaine, lundi, 14h. Passez une bonne après-midi, prenez soin de vous. Au revoir.